Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Au Vietnam, les choses vont mieux. Les commissions de contrôle du cessez-le-feu vont pouvoir accomplir leur travail. Lundi à Paris, les représentants de Saigon et ceux du GRP se rencontreront avenue Kléber. En Allemagne, afflux considérable de dollars, le gouvernement de Bonn a dû prendre des mesures d'une extrême sévérité à propos de la circulation des capitaux étrangers et pratiquement c'est un contrôle d'échange. Notre édition comprendra également un reportage sur la retraite complémentaire dont peuvent bénéficier désormais en France 700 000 gens de maison et l'explication d'un très grand sondage entrepris auprès du corps médical. La question est la suivante: quel est l'effet de la pilule sur les femmes qui en prennent? Y a-t-il, par exemple, des accidents? Nous terminerons avec Mireille Mathieu, mais nous commencerons par le sport. Et tout d'abord, les meilleurs moments de la rencontre de rugby France-B-Nouvelle-Zélande, que vous n'avez peut-être pas suivi en direct. C'est une rencontre que la France n'a pas gagnée. Mazot n'a pas été aussi bon qu'on l'espérait. Il est vrai qu'il avait reçu un coup, et encore de la part d'un coéquipier. À Lyon, la sélection française à droite affronte les All Blacks avant le test match de samedi à Paris, déjà un but de Caram. Entre Cabrol et Flippono, l'ailier au but Betty surgit. C'est l'essai imparable entre les poteaux, malgré le retour de Dubertrand que vous allez voir à droite. Essai absolument magnifique, c'est la mi-temps, All Black 9, France 0. Burgess passe à Caram. Et Stevens, le demi de mêlée, remplaçant Going, marque le deuxième essai néo-zélandais. Réaction française, Bofella passe à Mazot. Et Flippono va réussir un très bel essai. Regardez l'essai de Flippono. Malheureusement, il va sembler être marqué plus qu'in extremis. France 4, Nouvelle-Zélande 13. Essai de Willy en force, 17-4. Départ de Michel Pébert, qui va passer à Mazot. Mazot attire sur lui la défense, donne à Bertrand. Et ça va être un très bel essai. Nouvelle-Zélande 17, France 8. Quatrième et dernier essai. Burgess, le demi d'ouverture, va passer à Batty. Regardez l'ailier, contre-pied, essai, 23-8 pour la Nouvelle-Zélande, rendez-vous au Parc des Princes. Eh bien, nous y serons, Loïs Vanlé. Sport toujours, ski, le Suisse Bernard Russi a remporté la descente du Kandahar à Saint-Anton en Autriche. Le favori, un autre Suisse, Colombin, a été victime d'une chute sévère. Il conserve néanmoins la première place de la Coupe du Monde. Et le meilleur Français aujourd'hui, Henri Duvillard, s'est classé 9e. Voici Bernard Russi sur la célèbre piste de Kapal, l'une des plus difficiles du Tyrol. Russi n'a gagné qu'une course cet hiver, le Lauberhorn à Wengen. Il a dû subir, comme tout le monde, l'écrasante supériorité de son compatriote Colombin. Colombin blessé, Russi a pris la relève cet après-midi. Heureux Suisse qui peut se permettre de compter sur deux champions de grande valeur. Il est vrai que Bernard Russi n'est pas le premier venu. Il possède de sérieuses références, champion du monde et champion olympique, tout simplement. Russi va améliorer le temps de l'américain Cochrane 2:28:03. Il sera crédité de 2:25:66 pour 3900 mètres, soit près de 100 de moyenne, nouveau record de la piste. En dépit des encouragements de son public, puis du speaker officiel près de l'arrivée, l'Autrichien Klammer ne se classera que deuxième à plus de 2 secondes de Russi, le vainqueur. Venons-en à d'autres chiffres, mais cette fois-ci, il s'agit d'informations financières. Tard hier soir, le gouvernement d'Allemagne fédérale a décidé de prendre des mesures draconiennes pour lutter contre un nouvel afflux de dollars, ce qui mettait en péril la parité du mark et qui avait contraint la Banque d'État de la République fédérale, la Bundesbank, à racheter, à éponger, comme l'on dit, en 2 jours, environ 1 milliard de dollars, c'est-à-dire 5 milliards de francs actuels. Désormais, le gouvernement de Bonn contrôle avec une extrême vigueur
les mouvements de capitaux sur son territoire. Patrice Duhamel, je voudrais d'abord que vous nous disiez que vous nous rappeliez comment ce nouveau mouvement spéculatif s'est déclenché. Eh bien, pour bien comprendre la situation actuelle, il faut remonter un peu en arrière. Il y a une semaine environ, les résultats du commerce extérieur américain pour 1972 sont publiés. Le déficit est considérable, plus de 6 milliards de dollars. Il n'en faut pas plus pour ébranler de nouveau la confiance dans la monnaie américaine. Aussitôt, les détenteurs de dollars cherchent à s'en débarrasser. Ils se dirigent d'abord vers la Suisse, qui, pour se protéger, décide de laisser flotter sa monnaie. Les dollars se ruent alors vers l'Allemagne fédérale. La situation économique et monétaire y est florissante et les spéculateurs espèrent en profiter. Résultat, comme Léon Zitrone vous le disait à l'instant, la Banque centrale allemande est obligée d'intervenir massivement. Face à cette vague de capitaux, les dirigeants allemands ont donc décidé de dresser un véritable rempart contre la spéculation. Certains observateurs parlent même d'un véritable contrôle d'échange. Désormais, les achats des actions allemandes par les étrangers et tous les investissements étrangers en Allemagne fédérale sont soumis à une autorisation préalable. Et parallèlement, les entreprises allemandes désirant obtenir des crédits à l'étranger devront avoir le feu vert officiel. Les Allemands ont donc renoncé à laisser flotter leur monnaie, le mark, ce qui aurait entraîné une réévaluation de fait avec les conséquences néfastes que l'on connaît pour le commerce extérieur. C'est en effet à ce niveau que se situe le véritable problème. À quelques mois des grandes négociations commerciales entre l'Europe et les États-Unis, les Européens ne souhaitent pas réévaluer leur monnaie. Une telle décision aurait pour effet de rendre les produits européens plus chers et donc moins compétitifs aux États-Unis. À l'opposé, les produits américains, le blé, les oranges ou les automobiles, devenus eux plus compétitifs, risqueraient de déferler sur les marchés européens. Alors, pendant le week-end, c'est-à-dire pendant 48 heures, toutes les places, comme l'on dit, toutes les bourses vont être fermées. Mais lundi, le marché d'échange rouvre. Alors, que va-t-il se passer à votre avis? Eh bien, de deux choses l'une. Ou bien l'édifice allemand tient bon et les dollars baladeurs devront aller ailleurs, au Japon par exemple, où l'on parle déjà d'une nouvelle réévaluation du yen, la monnaie nationale, ou bien les mesures allemandes ne suffisent pas, la spéculation continue, et il faudra alors rechercher d'autres expédients. Il faudra renforcer encore le contrôle, en attendant de mettre au point un système monétaire international enfin équilibré. Réponse donc lundi à la réouverture des places financières. Nous saurons alors si cette bourrasque monétaire n'est qu'un avertissement de plus, ou si elle présage une nouvelle crise monétaire internationale. Mais tout ceci, bien entendu, ne touche absolument pas les voyageurs. Et on peut aller en Allemagne et changer sa monnaie comme l'on veut si on y va pour affaires ou pour tourisme, sauf bien entendu si l'on est un spéculateur. J'en viens maintenant aux affaires du Vietnam. Eh bien, cela va mieux et les résolutions sur les cessez-le-feu commencent à être appliquées en ce jour de nouvel an lunaire. Après l'année de la souris, c'est celle du buffle. En somme, c'est le tête. Ainsi, lundi à Paris, et je vous parle des réalisations concrètes, une délégation du gouvernement de Saigon rencontrera avenue Kléber une délégation du GRP, et ce afin de commencer à préparer la mise sur pied le plus vite possible du fameux Conseil de concorde et de réconciliation nationale. Au Sud-Vietnam, les équipes de la Commission internationale de contrôle et de supervision, dite CICS, seront enfin en place dès lundi au point de contrôle prévu par les accords. Notre envoyé spécial Christian Bousquet vous montre les difficultés parfois grandes dont la Commission a dû venir à bout. Il fut un temps où ces bâtiments abritaient l'armée française, c'était le camp des Mares. Aujourd'hui, Canadiens, Polonais, Hongrois et Indonésiens se retrouvent ici pour travailler, pour remplir la mission confiée à la Commission internationale de contrôle à laquelle ils appartiennent. Chargés de faire respecter le cessez-le-feu, de déterminer la responsabilité des violations, la Commission internationale de contrôle, la CIC, commence difficilement son travail. Une séance de travail va réunir les 4 délégations. Voici ce que nous a déclaré le chef de la délégation canadienne. Dans combien de temps vous pensez pouvoir travailler sur le terrain? Nous espérons le plus vite possible. Ça ne dépend pas entièrement de nous. De qui donc alors? De la coopération de tout le monde. Est-ce que vous êtes optimiste en français? Optimiste I'm optimiste en français et en hongrois. Dans combien de temps vous pourrez commencer à travailler sur le terrain? Cela ne dépend pas de nous, cela dépend de la Commission. Oui, mais est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce que ça va prendre un jour, une semaine ou un mois? Je ne sais pas. Quelles sont les difficultés qui empêchent le travail sur le terrain à l'heure actuelle? Il faudrait le demander aux représentants de la commission, de la commission militaire. Dans cette salle,
Tous ces hommes de bonne volonté vont tenter de résoudre les problèmes posés par un cessez-le-feu aux multiples bavures. Pendant des heures, ils vont discuter. Demain, les jours suivants, ils se réuniront à nouveau. Tant les problèmes sont nombreux, tant le chemin qui mène du cessez-le-feu à la paix risque d'être jonché de cadavres. Des problèmes, ils en trouveront sur le terrain lorsqu'ils auront à constater une violation du cessez-le-feu. Tout d'abord, ils verront ces images, des paysans travaillant dans un décor rappelant la guerre toute proche. Une guerre qui est encore présente avec ces images d'un drôle de cessez-le-feu. Ah ben ce sont les canons qui ont incendié le village d'après ces deux paysans. Qu'est-ce qui se passe là? Ok. Mấy người VC mới để lửa đó hả? Mấy người QC đó xếp vào đó. No shoot. No. No shoot. Open shoot gì luôn. Vas-y, tourne. No shoot. Open. Une chose est certaine, c'est que si ce village était tombé aux mains des Nord-Vietnamiens ou du Viet Cong, les gens auraient peut-être raconté autre chose. Et cette difficulté, je pense que les membres de la Commission internationale de contrôle ne tardera pas à s'en apercevoir. Du côté Viet Cong, la population subira quand même la pression des forces armées communistes. Et du côté de Saigon, eh bien, je pense que la population dira les choses qui arrangeront beaucoup plus le gouvernement de Saigon. En fin d'après-midi, nous avons appris que M. Kissinger, le conseiller spécial de M. Nixon, se rendrait en Chine du 15 au 19 février, c'est-à-dire aussitôt après son voyage à Hanoï, et ce dans le but, précise-t-on à Pékin, d'avoir des consultations concrètes avec les dirigeants chinois en vue de la poursuite de la normalisation des relations entre Washington et Hanoï. Affaires françaises, élections, si vous êtes candidat à Paris, vous pouvez déposer votre candidature dès après-demain matin 9h à l'hôtel de Ville. Lundi, présentation de l'ensemble des candidats de la majorité à la mutualité à Paris. Prendront la parole M. Fontanet, M. Giscard d'Estaing et M. Pierre Messmer, Premier ministre. M. Messmer, d'ailleurs, doit, d'ici à la fin du mois de mars, participer à 3 réunions électorales. Mardi, entre autres, à Calais, avec M. Giscard d'Estaing et M. Schuman, et la semaine suivante, à Sarcelles et à Pau. À Lille, au cours d'un meeting du Parti communiste aujourd'hui, M. Georges Marchais, secrétaire général, a dit en substance le rêve d'une majorité nouvelle qui allierait une partie de la droite à une partie de la gauche hante visiblement les nostalgiques incorrigibles de la troisième force. Le Parti communiste, a ajouté l'orateur, ne veut pas la domination, mais la coopération, l'égalité des droits et des devoirs, afin de réaliser les objectifs définis en commun. M. Pompidou, président de la République, terminera demain les courtes vacances qu'il a prises à Oron, dans la neige, dans les Alpes du Sud. Son séjour a été en grande partie consacré au travail et à la réflexion, car il a passé la majeure partie de son temps dans le bureau qui lui avait été aménagé à l'hôtel où il résidait. Nous passons maintenant aux problèmes sociaux. 700 000 employés de maison vont désormais bénéficier d'une retraite complémentaire qui s'ajoutera à la retraite déjà versée par la Sécurité sociale, et ceci à la suite d'un accord intervenu entre employeurs et syndicats de gens de maison. On attend d'ailleurs pour ces prochains jours l'agrément du ministère des Affaires sociales. De toute façon, pour pouvoir bénéficier de la retraite complémentaire, les gens de maison qui approchent de l'âge de la retraite ou qui l'ont déjà atteinte doivent d'ores et déjà constituer un dossier. Quel dossier? Comment le remplir? Eh bien, suivez maintenant sur votre écran l'enquête de François Beau. Démontrer comme quoi Yvonne, cotiser à la sécurité sociale Suzanne, française et donc automatiquement... Joséphine, Isabelle, Jeanne, Anne-Marie, Antoinette, ces femmes exercent la profession d'employée de maison. Elles sont cuisinières, lingères, gouvernantes, elles sont femmes de ménage et elles sont directement intéressées, comme d'ailleurs les quelques 100 000 employés de maison actuellement en retraite. Sécurité sociale
et fonds du national de solidarité. Une partie qui est donnée par la Caisse nationale. Alors, pour constituer un dossier demandant l'ouverture de cette retraite complémentaire, que faut-il faire? Quelles pièces faut-il fournir? Quelles conditions remplir? Il faut tout d'abord avoir 65 ans ou 60 ans si vous êtes reconnu inapte au travail. Et il faut également avoir cessé toute activité rémunératrice. Ensuite, il vous appartient de remplir un imprimé de reconstitution de carrière sur lequel vous indiquerez tous vos anciens employeurs. Alors, à ce document, à cet imprimé rempli, vous joindrez une fiche familiale d'état civil, tous les certificats de travail et également un relevé du compte cotisation et salaire de la sécurité sociale qui vous sera délivré par la caisse de retraite vieillesse qui vous sert une pension. Alors cet imprimé rempli auquel vous aurez joint toutes les pièces que je viens de vous indiquer, vous l'adresserez à l'IRSEM, 36 rue Pauvret à Roubaix. Tous les employés de maison actuellement en activité vont bénéficier de cette retraite complémentaire. Pour cela, comme les employeurs, ils verseront une cotisation calculée sur le salaire brut. Si vous êtes concerné, retenez bien cette adresse, IRSEM, 36 rue Pauvret, c'est à Roubaix dans le Nord, boîte postale 9078. C'est l'adresse de la caisse de retraite complémentaire des employés de maison. Une retraite complémentaire qui doit, je vous le rappelle, entrer prochainement en application. Une retraite complémentaire enfin que les employés de maison attendent depuis plusieurs années. À partir de la prochaine rentrée scolaire, c'est-à-dire celle d'octobre 1973, la langue corse pourra être l'une des matières à option choisies pour les épreuves facultatives du bac. Voilà qui va faire plaisir, je pense, à Ajaccio et à Bastia, à Calvi et à Sartène, à Bonifacio et à Olène, le charmant village natal de Joseph Poli. Avant même que cette décision devint définitive, des cours de langue corse avaient été organisés par des universités dans l'île, et dès la confirmation de la mesure, Jean Cosec s'est rendu dans l'un de ces centres d'enseignement. Cari compatriotes et cari amici, buonasera. Au cours de la séance de ce soir, destinée aux élèves du second degré, nous allons expliquer une page de Santo Casanova. S'infatta che stasera, la prima cosa che vorrei dire è che dopo l'altra volta che noi ci siamo visti, abbiamo avuto una grande notizia. Il corso è stato riconosciuto come lingua ufficiale regionale e presto sarà più all'appiatto. Comme vient de s'en féliciter M. Martin Frazel dans ce lycée parisien, devant ses élèves d'un cours du soir, la langue corse aura désormais droit de cité. Cette promotion du corse, vigoureuse et originale, langue néo-latine, à égalité avec les autres langues régionales, c'est un peu la revanche d'une lignée de bardes, de poètes et d'érudits. De tous ceux qui avant comme après le Félibrige l'ont maintenu et défendu, notamment contre les déformations des gallicismes ou des italianismes. En tout cas, c'est une mesure bien accueillie dans toute la vaste diaspora corse. Un des arguments qui était opposé à l'enseignement du corse était l'existence de deux groupes de dialectes, du nord et du sud, pour simplifier. Qu'en est-il selon vous? Alors là, je crois qu'il faut être catégorique. On a beaucoup parlé de cette diversité. En réalité, la langue corse est une langue une. Ça, je suis absolument catégorique, c'est-à-dire qu'il existe naturellement des variantes, vu le relief, le compartimentage de la Corse, il existe certainement des différences de prononciation du nord au sud. Mais la langue, elle, est une, c'est-à-dire qu'on a la même syntaxe et on a aussi le même vocabulaire à quelques dizaines de mots près. Dans l'île et ailleurs, les candidats voulant désormais choisir cette option facultative au bac sont-ils assurés d'un nombre suffisant de professeurs qualifiés? Alors ça, c'est un de nos gros problèmes. Il y a déjà une équipe de Scolagours qui comprend une trentaine d'enseignants entre la Corse et le continent, mais ça nous semble insuffisant. Et nous souhaiterions former des jeunes pour l'enseignement du corse. Pourquoi apprendre le corse plutôt qu'une seconde ou une troisième langue étrangère? Voilà, je suis corse et quand je vais dans mon village, j'éprouverai plus de plaisir en pouvant parler la langue et en fait je la comprends déjà un peu. Tout ce qui touche mon pays m'intéresse surtout
Et puis ça m'empêche pas d'apprendre une troisième langue, une quatrième langue étrangère. Si vous étiez resté en Corse, est-ce que sur place, vous auriez éprouvé le même besoin d'apprendre cette langue? Je crois, oui. Enfin, moi, j'ai toujours entendu parler mes parents en Corse, j'ai toujours entendu parler corse autour de moi, mais on m'a jamais appris à le parler. Alors évidemment, je pense que c'est un petit peu normal, quoi. C'est un retour un peu tardif, mais normal. En tous les cas, d'après ce que nous venons d'en entendre, c'est une bien jolie langue. La polémique sur la légitimité de l'avortement libre en France rebondit. Dans un manifeste publié par nos confrères Le Nouvel Observateur et Le Monde, 330 médecins français favorables à la liberté totale de l'avortement et dont les noms seront rendus publics lundi, affirment avoir pratiqué, pratiquer actuellement ou aider à pratiquer l'avortement. Ils soulignent leur complet désaccord avec le Conseil de l'Ordre des médecins qui, selon eux, ne saurait imposer ses propres règles morales. Le professeur Lorta Jacob, qui est le président du Conseil de l'Ordre des médecins, a répondu « Il n'est pas normal que dans une société, lorsqu'on veut violer une loi plusieurs fois et qu'on veut la faire évoluer, il suffise de penser qu'en se groupant à 2 ou à 3, on puisse faire sauter la loi et donc se donner raison et bonne conscience. Cela dit, le Conseil n'a pas de sanction à prendre de lui-même et une juridiction est à mettre en œuvre. Depuis quelques jours, on procède en France au sondage médical le plus important jamais réalisé, semble-t-il, dans notre pays. Tous les médecins français recevront un questionnaire sur la pilule contraceptive. Oui ou non ont-ils constaté des accidents chez leurs patientes qui l'utilisent? Pourquoi cette enquête? Eh bien, Pierre Bourget l'a demandé à celui qui l'a mise sur pied, le docteur Rosenbaum. Par cette enquête menée auprès de 50 000 médecins français, c'est-à-dire la totalité des médecins exerçant en France, nous espérons faire un bilan objectif de la pilule. On en parle beaucoup, on parle parfois d'accidents qui pourraient être provoqués par la pilule, un certain nombre d'accusations circulent. Nous allons faire un point objectif. Parmi les accusations lancées contre la pilule, quelle est celle qui vous paraît la plus grave? La plus grave est incontestablement l'accusation de risque de cancer. Sur ce point, des études anglaises récentes sont venues apporter une lumière nouvelle, puisque de 12 000 animaux ont été étudiés pendant plus de 2 ans, prenant l'équivalent des pilules chez les femmes, sans qu'il n'y ait aucun risque d'alarme qui soit apparu. Nous pensons qu'il en sera de même dans l'espèce humaine, encore faut-il pouvoir le prouver, l'affirmer, chiffre à l'appui. Cette étude que nous menons porte sur les 2 dernières années d'utilisation en France de la pilule par 1,5 million de femmes. Et nous pensons qu'à l'issue de cette enquête, nous aurons des chiffres précis pour étayer ou pour infirmer certaines accusations. Pour notre part, autant le dire d'emblée, nous sommes bien entendu très optimistes. Est-ce que d'autres enquêtes de même type ont été faites dans d'autres pays sur la pilule? Oui, mais de façon toujours fragmentaire. Le type d'enquête que nous menons est une enquête rétrospective qui porte sur les 2 années écoulées et qui ne jette pas d'exclusive. On demande que l'on nous signale tout accident, quel qu'il soit. Les enquêtes qui ont été faites dans certains pays étrangers ne portaient que sur un accident donné, et là encore, il faut souligner que les résultats ont toujours été favorables, montrant le caractère exceptionnel des accidents éventuellement étudiés. Compte tenu du temps nécessaire au dépouillement des réponses des médecins français, on estime que les résultats de ce sondage médical sans précédent seront connus dans leurs grandes lignes au début de mai. Et il est probable que cette première enquête sur la pilule sera suivie d'une autre sur le stérilet, autre procédé de contraception utilisé par environ 400 000 femmes dans notre pays. Demain, avant-dernier tiercé de la saison à Vincennes, il y aura 19 partants. Les chevaux les plus souvent cités par nos confrères spécialisés sont le 5 Corlet, le 7 Capri, le 8 Costa Rica et le 18 Bref Signal. Et dans le Prix de France, une de Met tentera de prendre sa revanche sur sa malchance insigne de dimanche dernier. Nous passons à notre rubrique spectacle. Le monde du spectacle est en deuil. André Barsac, directeur du théâtre de l'Atelier, s'est éteint à l'âge de 64 ans. Il était président d'honneur du syndicat des metteurs en scène. Ses débuts furent retentissants. Il avait 19 ans et c'est lui qui brossa les décors de Volpone de Ben Jonson. Depuis 30 ans, depuis 1940 à peu près, il comptait parmi ses mises en scène Le Bal des voleurs, Antigone, L'Invitation au château et Colombe de Jean Anouilh, de même que Le Pain dur de Paul Claudel. Mireille Mathieu revient, d'ailleurs était-elle jamais partie. Bref, tout son public la retrouvera avec plaisir à l'Olympia des mardis. En avant-première, elle a reçu Philippe Caloni
dans son appartement proche du Ballon des Ternes, où par les jours de beau soleil, elle prend son petit déjeuner sur son balcon, au milieu du chant des oiseaux, qui lui ont inspiré, comme vous le savez, les moineaux de Paris. Alors nous allons rejoindre Mireille Mathieu et ses moineaux. Mireille Mathieu, 1. Mireille Mathieu, 2e. Alors ici, ça, bien sûr, là, c'est la télévision dans le salon. Là, il y a une commode, le canapé, et là, le merveilleux tapis que m'a offert l'impératrice d'Iran. Elle est sympathique? Oh, elle est formidable. Elle est très, très simple. C'est vraiment une grande dame. Eh ben, ici, c'est la salle à manger. Vous voyez, je ne peux pas vous inviter parce que je n'ai pas de chaise. Je n'ai pas eu l'occasion de m'occuper de la maison et surtout de la salle à manger. Et alors, je n'ai pas de chaise. Vous voyez, je suis toute nue. Sans rien. Comment faites-vous pour déjeuner? Eh ben, pour déjeuner, je déjeune dans la cuisine. Ce que je préfère le plus, c'est la morue. Alors, la morue avec l'aïoli, j'adore ça. Mireille Mathieu, 3e. Quand tu veux. Hein. Bon, Mireille Mathieu, vous vivez toute seule dans cet appartement? Je ne vis pas toute seule, je vis en compagnie de ma tante, ma tantine. Votre tantine? Oui. Vous avez besoin de votre tantine Ah oui, tout le parce temps? qu'elle est... je l'adore, elle est un peu comme ma maman, elle s'occupe de moi, elle me câline. Ma bonne tante Hélène. Quand je suis à la maison, je suis assise là où vous êtes. Et j'adore la télévision. Pour moi, c'est une boîte magique. Alors, je suis assise avec des chaussons matricotés tantine et je regarde la télévision. Récemment, dans un quotidien, je vous ai vu en première page dans votre bain. Je trouve que ça ne vous ressemble pas beaucoup. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce qui Parce s'est que moi, passé? je suis très prude. J'aime pas du tout me montrer. J'aime pas du tout. Oh là là, pas de très peu de décolleté. C'est vrai. Et pour Là, vous étiez vraiment décolleté, là. J'étais décolletée, mais il y avait de la mousse. Oui. Mireille Mathieu, 4e. Il y a un autre Mathieu qui a rejoint Mireille Mathieu. Oui. Est-ce que vous connaissiez Georges Mathieu avant? Non, bien sûr de nom, mais je ne le connaissais pas personnellement. Et M. Stark a eu une idée formidable d'associer nos deux noms. J'aurais souhaité faire pour elle ce que le sculpteur Rude avait fait pour la Marseillaise. Je trouve que la peinture, c'est une poésie muette. Je trouve que c'est très beau, la peinture. J'ai lu tous les livres de M. Pagnol, qui m'a rappelé mon midi. Moi, je chanterai bien sûr toujours la chanson populaire parce que je crois que je suis une fille du peuple, je ne sais pas. Ma tendresse, ma jeunesse, rien ne t'intéresse. Tu ne m'aimeras jamais comme je rêvais que l'on m'aime. Je resterai étrangère à ton bonheur. J'ai eu la chance de rencontrer M. Stark et de faire ce métier. Et si vous n'aviez pas rencontré Johnny Stark, oui. Où est-ce que vous en seriez? Je crois que je n'en serais pas là. Ma faiblesse, ma tristesse, rien ne t'intéresse. Tu ne m'aimeras jamais comme je rêvais que l'on m'aime. Comment vous voyez-vous dans 10 ans? Oh là là, vous savez, je suis très superstitieuse et je pense pas du tout à 10 ans. J'espère, si Dieu veut, que toujours chanter, rester sur terre. Oui. Allô? Ah, c'est Johnny. Oui, oui, je vous ai reconnu. Vous allez bien? Ça va, vous, Johnny? Ah, tout se passe très bien. Ah oui, ils sont très, très, très gentils. Au revoir. Au revoir, moi aussi. Au revoir. C'était Johnny Stark qui me disait qu'après, si vous étiez gentil, je dis vous êtes très, très gentil. Maintenant, vous dansez, m'a-t-on dit? Oh, j'esquisse quelques pas, je ne danse pas. Les moineaux de Paris sont heureux comme moi de se retrouver chez toi, de se retrouver chez toi.
Vous chantiez, j'en suis fort aise, et bien dansez maintenant, comme disait M. de La Fontaine. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, notre édition est terminée. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci.